La puce à l'oreille et la plume de Pan présentent les récrés sonores à Paris. Rencontre autour de l'audio jeunesse, 1er décembre 2023. Troisième table ronde, l'approche participative du podcast ou comment créer pour et avec les enfants. Avec Michel Ficou, Zoé Soulico et Mathieu Genel, animé par Albéric Filleul. Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous allons parler pendant une bonne heure de l'approche participative du podcast. Donc, comment produire pour et avec les enfants. Comme on le dit un peu depuis ce matin, on évoque tantôt podcast, balado, audio, radio. Évidemment, tous ces termes désignent à peu près la même idée de travail autour du son, de la voix, l'expression orale, la collecte de paroles, le récit de soi, etc., etc. La radio, c'est aussi, avant tout, l'écoute. C'est un élément central dans l'apprentissage de ce médium, et particulièrement avec les enfants. Donc on va revenir là-dessus, mais je pense qu'on peut rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Et pour cela, je vais vous laisser vous présenter en quelques phrases. Michel, si tu veux commencer, normalement, le micro marche. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Michel Ficou et je suis auteure-réalisatrice. J'interviens dans plusieurs domaines et auprès d'une multiplicité de publics. Ça va dépendre vraiment des projets, des commandes, des situations et des contextes. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des interventions que je fais évidemment dans le cadre de l'enfance. Il m'arrive parfois, juste pour que vous ayez une idée un peu de mon travail, d'intervenir aussi dans le cadre de prise de recul autour des médias, autour de la presse, autour de ce qu'on appelle la critique média, et également dans le cadre de réalisation, autoproduction, création. Et puis dans le cadre d'ateliers, c'est faire prendre conscience de la force de la radio, de la force de la création sonore et de ce qu'on peut faire avec un micro aux différents publics. Merci. Zoé. Allô, oui. Bonjour, donc moi c'est Zoé Soulico. Je suis comme Michel, c'est pareil. Donc créatrice sonore pour le jeune public, autant en fiction que documentaire. Et parallèlement à ça, j'ai développé une autre casquette qui consiste en des ateliers de courte ou longue durée avec tout public, mais on va dire de 0 à 20 ans. Et où on expérimente aussi l'outil radiophonique qu'on appelle, que je dirais, je mets à disposition comme en éducation permanente, donner l'outil pour se l'accaparer ensuite et voilà, explorer diverses choses au niveau tant sensoriel que dans le contenu. Et donc j'ai créé l'Écoute buissonnière, qui est cette plateforme belge francophone qui rassemble les pièces d'autres auteurs et autrices en Belgique pour le jeune public, suivant par tranche d'âge, et dont le but était de rassembler en fait les œuvres comme un catalogue, parce que c'est un petit pays mais qui a autant d'habitants qu'au Québec, et on est très esseulés. Donc personnellement, je me demandais qui étaient les autres auteurs et autrices qui créaient pour le jeune public. Donc voilà, c'était l'idée de ce lancement. Je te passe la parole. Et donc moi je suis Mathieu, je suis le producteur et puis aussi un auteur, enfin bref, le créateur des petites histoires. C'est un podcast d'histoire pour enfants, parce qu'il faut une cible, c'est le primaire, voilà, 6-10 ans. Mais je sais, voilà, j'écris pour les enfants, globalement. Voilà, depuis 5 ans, je l'ai créé en 2018. Et à côté de ça, donc ça c'est ce que je fais la nuit, et le jour, je conseille des grandes marques pour savoir comment est-ce qu'elles peuvent vous vendre des produits. Voilà. Je travaille dans la publicité, quoi. Parfait. Là, on va évoquer un peu ensemble les défis puis les potentiels du faire ensemble dans le cadre de la production sonore de la radio. Donc vous voyez déjà, ça fait 5 minutes qu'on parle, on a déjà utilisé, je pense, à peu près tous les synonymes de radio et podcast. On va continuer dans cette lancée-là.
je propose, puisque je parlais de l'importance de l'écoute, qu'on commence donc tout de suite avec l'écoute d'un extrait, donc celui de Michel, qui s'appelle « Super pouvoir et amour ». Il y a plein de cœurs autour de super-héros. Il y a même des cœurs sur sa combinaison. Il peut répandre de l'amour partout. J'aime beaucoup l'amour parce que l'amour pour moi c'est très important et c'est important pour tout le monde. C'est même important pour ma maman, pour toute ma famille. Par exemple, si je veux aimer quelqu'un que je déteste, je pourrais l'aimer. Du coup derrière, j'ai fait aussi d'autres cœurs. J'aime pas tuer les méchants, donc avec le pouvoir de l'amitié, je les donne de la gentillesse, donc ils sont avec moi. C'est un cœur mélangé avec un diable et un ange. Parce que, par exemple, si on fait un truc de mauvais, c'est à cause du diable, et si on fait un truc pas mauvais, c'est à cause de l'ange. Michel, est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte de ce qu'on vient d'entendre, puis peut-être profiter de ça pour nous parler de ta démarche ? Oui, du coup, ce qu'on vient d'entendre, c'est issu d'une série d'ateliers qui ont été menés en 2021, si je ne dis pas de bêtises, auprès d'une école primaire d'un côté et d'une maison d'accueil pour seniors de l'autre. Donc, c'était dans le cadre d'un projet d'échange entre deux générations. Là, on est vraiment sur la parole des enfants, mais en tout cas, c'est un projet qui a permis... au travers de, je dirais, une dizaine, entre 10 et 20 ateliers en tout, de faire sortir énormément de matière et de paroles que je souhaitais le plus sincère possible, en tout cas, des différents publics, enfants et personnes âgées. Et donc, je suis intervenue auprès d'enfants de 6-7 ans. Et en arrivant sur place, l'équipe pédagogique avait déjà une proposition. Et cette proposition était assez large pour que je puisse m'engouffrer et qu'on fasse quelque chose d'assez intéressant à vivre tous ensemble. C'était une proposition basée sur un livre, justement, qui s'appelait « Imagine un monde ». Et donc, juste, je voudrais vous donner l'auteur pour pas... et ne pas écorcher son nom. C'est un livre qui a été édité par les éditions Circonflexe, et qui déploie tout un univers autour de l'imaginaire. Alors, nous, on n'a pas du tout... On sait pas... C'était juste... le livre était un prétexte, un départ, et puis après, on a vraiment fait notre travail et tissé l'écriture hors du livre, hors du cadre, mais c'était de partir sur l'imaginaire et sur le monde des rêves, tout simplement. Et là, ce qu'on entend, donc on a des enfants qui parlent de leur rapport à l'amour. Est-ce que dans des contextes comme celui-là, ou en tout cas celui-là spécifiquement, est-ce que c'est des choses qui sont répétées ? Est-ce que j'imagine qu'on passe pas par l'écriture avec des enfants de 6-7 ans. Est-ce qu'il y a des choses, tu discutes avec eux, tu leur redemandes de redire ce qu'ils disent, ou c'est un flot de paroles et que tu montes après ? Oui, alors c'est tout un processus, parce qu'on arrive déjà, on propose une proposition sonore. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident ou naturel à la base pour les enfants, même si on le sait, ça se développe énormément. On en a parlé, le podcast est de plus en plus développé, déployé. On a ces fameuses propositions, les Luni, qui sont géniales pour ça. Mais quand même, sur le terrain, quand on fait de la réalisation sonore, les premières choses qu'on va pouvoir... Ça, tu vas peut-être confirmer ou pas, mais on a souvent encore des réflexes de dire « Ah, et alors, le film, quand est-ce qu'il sort ?» Non, c'est du son. Donc, il y a déjà tout un travail d'ouvrir les oreilles et de développer l'écoute avec les enfants. Donc, dans les ateliers, c'est intégré. J'aime faire écouter d'autres réalisateurs, toutes sortes de propositions, faire découvrir toutes sortes de formats, montrer que la radio, c'est très riche, qu'on peut avoir des formats de presse, d'information, de la chronique,
et aussi de la création pure et dure, et qu'est-ce que c'est que de la création par rapport à de l'information, et qu'est-ce que c'est que de l'information par rapport à du documentaire. Et ensuite, on rentre progressivement dans de la réalisation, dans de la manipulation du matériel, déjà, c'est toute une étape. Et enfin, le cadre de la captation, et quels sont les enjeux de la captation pour qu'elle soit publiable et écoutable, et que ce soit ce qu'on appelle un PAD, un prêt à diffuser. Et donc, pour les 6-7 ans, bon, évidemment, on a une façon de l'amener différente que pour les adultes. On va s'exprimer différemment, amener tout ça par des propositions du jeu, des boîtes à outils, des instruments, des choses comme ça. Et j'ai peut-être oublié ta question. C'était une question assez large, finalement, mais tu y as répondu. Je vais peut-être... tu as dit un truc qui m'a évoqué un petit peu le travail de Zoé en même temps, mais le rapport qu'on a à l'écoute. Donc l'importance de faire écouter des choses avant de rentrer dans la pratique. Est-ce que, quand on fait écouter des choses, est-ce qu'on a plus intérêt à faire écouter une production qu'on a faite avec un public à peu près du même âge ou dans un contexte similaire, ou est-ce qu'on fait écouter plutôt des productions un peu la grosse production, on va faire écouter ça en montrant voilà, tout ce qu'on peut faire en fiction, et nous on va essayer avec nos petits moyens de faire à peu près la même chose. Alors, en fait, j'essaie de me raccrocher à des cas pratiques. Et pour moi, même si il y a quelque chose d'assez établi dont tu viens de parler et partager, en fait, Michel, j'ai l'impression que c'est toujours un peu, je repars à zéro et je m'adapte en face avec le public que j'ai, la tranche d'âge. Donc, non, en fait, peu importe, je leur fais écouter je leur fais écouter des choses très diverses, mais déjà, rien que le fait d'écouter, c'est déjà nouveau. Et là, par exemple, je suis avec une classe de 5e primaire, donc c'est des enfants de 10 ans, et on a fait un petit jeu, et en fait, j'ai juste enregistré leur bonjour, et puis j'ai vite remonté, et je leur ai fait écouter. Et ça, c'était déjà relativement nouveau, en fait, pour eux. Et la plupart du temps, je dirais, d'écouter sa voix ou une voix dans un espace défini, c'est déjà nouveau. Donc voilà, on ne peut pas se dire là-dessus. Les fictions, en fait, ça dépend de la tranche d'âge, ça dépend aussi du temps et du dispositif de la classe. Là, je sais que je suis avec des enfants où si je dépasse 30 minutes, ça va être beaucoup. Et c'est vrai que c'est déjà une durée qui est assez longue. Donc voilà, pour répondre à la question, je vais écouter diverses choses et relativement courtes. Et ça dépend aussi du moment. Enfin, tu vois, les tout petits, j'avais pu mettre à l'heure de la sieste une histoire de 10 minutes, par exemple. La difficulté de ma question, et peut-être j'ai l'impression à chaque fois on va avoir un peu ce type de réponse, mais c'est que en fait par essence on s'adapte à peu près au contexte, au public, à l'âge. Donc c'est très, très dur de tirer des espèces de leçons. Puis j'ai l'impression que plus on le fait, plus on est exposé à des situations différentes, et donc plus on se dit qu'il n'y a aucune formule parfaite qui marche. Et donc ce qu'on apprend, c'est à toujours moduler et adapter. Peut-être pour donner la parole à Mathieu. Donc, Mathieu, on va parler de ta situation, enfin de ta manière d'impliquer les jeunes publics, qui est un peu plus spécifique que Michel et Zoé. Mais je sais que tu fais aussi un petit peu d'ateliers, ou tu en as fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de dans quel contexte tu intervenais et qu'est-ce que tu faisais en atelier ? Le premier contexte était super compliqué parce que c'était mon premier atelier avec des enfants, c'était aux Galeries Lafayette, donc à l'espace enfant, avec un bruit mais monstrueux. Et moi, ce qui était cool, et c'est toute proportion gardée dans ce que je vais dire, attention, c'est que les enfants venaient à un atelier que j'avais organisé. Et donc, ils venaient voir Mathieu Genel, qui n'est personne, hein, c'est vraiment. Mais ils ont l'habitude de m'écouter, d'entendre ma voix, même si moi, j'interagis juste très rapidement avec les enfants, mais ça fait 5 ans pour certains qu'ils entendent ma voix. Donc, du coup, ils voulaient venir me voir. Donc, j'arrivais dans un contexte difficile à quand même capter leur attention parce que j'étais là. Et on devait écrire une histoire qui allait être diffusée ensuite sur le podcast. Donc, il y avait déjà un enjeu. Et je pense qu'il y a 2 choses, pour répondre aussi au point
qui peuvent être un peu universels avec les enfants. Le premier, c'est faut s'amuser. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un cours magistral. Ils sont pas là pour apprendre à construire une histoire. On s'en fout. Enfin, ils sont là pour s'amuser ensemble, échanger un peu. Il faut faire attention aux frustrations aussi, parce qu'ils ont tous des idées différentes. Donc, comment est-ce qu'on choisit les bonnes idées, ou comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui est commun pour qu'il n'y ait personne qui se barre en plein milieu. Enfin, et puis d'ailleurs, en fait, les enfants font ce qu'ils veulent. Donc moi, j'ai des enfants qui se sont barrés, puis ils sont allés faire autre chose, et puis ils sont revenus. C'était normal. Voilà. C'est encore une fois un contexte un peu particulier. Et puis après, il y a l'objectif. Toujours un espèce d'objectif pédagogique, une espèce d'objectif pédagogique, et de se dire, ok, c'est quoi la finalité ? Et donc, parce que ça peut être une carotte, et de se dire, voilà, on va créer une histoire, et votre histoire, et tous ensemble, vous allez être cités dans le podcast, vous allez être crédités, et donc, ça va être cool. Et puis, ça va être notre histoire à nous, ça va pas être l'histoire de Mathieu, même si ils ont plein de super idées. Après, il faut connecter un peu toutes les choses. Et cet atelier, et puis le deuxième que j'avais fait pour le coup dans une école d'écriture, qui est parisienne, qui s'appelle l'EMO, pour ceux qui connaissent peut-être. Super école, c'est vraiment génial. J'encourage tout le monde à y aller. J'ai pas de part. Là, c'était différent. C'était des enfants qui étaient là, mais en fait, là, je voyais que les enfants, pareil, certains voulaient me voir, mais surtout, il y avait plein de parents qui venaient parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir leurs enfants l'après-midi. Et donc, en fait, je faisais un peu garderie. Donc, de toute façon, en Galerie Lafayette, je faisais aussi garderie. Voilà. Mais donc, c'était un peu particulier aussi comme contexte, mais c'était la même chose. Et l'idée, c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on découpe la construction d'une histoire en plein de micro-ateliers et de micro-questions où ils vont devoir soit interagir tous ensemble, soit construire, donc avec plein de micro-jeux. Et c'est pour ça que l'aspect ludique, je pense qu'il est super important pour qu'on essaye de construire et que chacun reparte avec quelque chose. Et dans l'atelier Homo, c'était un peu différent. C'est-à-dire qu'il y avait cette intention de construire une histoire, mais aussi que chacun reparte avec une espèce de petit cahier dans lesquels ils avaient écrit leur version de l'histoire à eux. Donc voilà, moi je m'inspirais en fait de tout ce qu'ils avaient fait. Et à la fin, on avait une trame commune. Et voilà, je crois que j'ai répondu. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, puis peut-être redonner la parole à Zoé là-dessus, parce que quand on s'est parlé pour préparer la séance, tu comparais un peu ton métier à un rôle de chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui va donc travailler avec les adultes en présence, travailler avec les objectifs, les contraintes, et essayer de trouver une manière de gagner la confiance. Tout ça avec une grande patience. Oui, mais c'est vrai que je ne sais pas si, quand on l'a préparé, je ne savais pas si je devais dire chef d'orchestre ou cuisinière, en fait. Parce qu'il y a tous ces ingrédients qui sont effectivement là. En amont, il faut déjà... Enfin, moi, je sais qu'on discute quand même beaucoup avec l'institutrice. Je vais dire triste parce que ça a toujours été des femmes jusqu'à présent, mais bon, voilà. Parce qu'effectivement, il faut aménager ce temps qui est pris sur le temps de scolarité, de programme, et qu'il y a aussi une donnée complètement physique qui est faire de la radio ou de l'écoute en classe. C'est pas toujours très simple. Enfin, je pense que Michel, là-dessus, tu vas voir. C'est pas, voilà, c'est des lieux aussi qui résonnent très fort, qui sont très poreux par rapport au son de la récré, des autres classes, etc. Et donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et dans ma tête, ça doit aller très vite. C'est-à-dire, j'entends les attentes de l'institutrice. J'ai l'idée que j'aimerais aussi, moi, en tant que créatrice intervenante, j'aimerais explorer avec les enfants. Je fais une proposition, je vois si ça prend avec eux. Et puis, définir des espaces en fait, de temps de création. Et ce qui a donné, par exemple, quand j'ai été invitée par Massène Montbéliard à travailler avec... c'était des secondaires, c'était une classe de 4e. Très vite, enfin, c'était quand même une grosse classe. Très vite, j'ai organisé les choses en sous-groupes
et se dire dans telle pièce, c'est là qu'il y a le studio mobile où on va faire ça. Là, ça sera dans la cour. Enfin, c'était des groupes. Il y avait le groupe micro-trottoir, le groupe studio, le groupe exploration histoire. Enfin bon, voilà. Mais j'avais déjà ma thématique en tête. J'en avais déjà parlé avec les institutions et voilà, j'avais déjà quelque part fait un canevas avec beaucoup de ramifications en me disant si cette branche-là ne prend pas, alors je peux proposer ça et voir si ça prend, et si ça prend, tant mieux, on peut aller. Enfin bon, voilà, c'était assez construit, organisé, mais voilà, c'est pour ça qu'on parle de chef d'orchestre. Tu fais la meilleure transition puisque c'était un des extraits que je pensais donc jouer après. Je trouve intéressant aussi parce qu'on parle beaucoup de contenu d'audio pour les enfants. C'est toujours un peu compliqué de savoir à quel âge on n'est plus un enfant. Là, en l'occurrence, des 4e, c'est un âge qui est un petit peu intermédiaire. Ouais. Donc, on va prendre la liberté aujourd'hui d'inclure les 4e dans le grand groupe des enfants. Oui, c'est le jeune public. Voilà. Et on va écouter cet extrait qui est intéressant aussi parce qu'on a écouté un extrait avec des enfants de 6-7 ans et que là, on est donc plus dans des 12-13 ans. 13-14. 13-14. Ouais. Donc on va, s'il vous plaît, jouer l'extrait de Zoé, L'heure passée, notre avenir. Dans 15 ans, j'aurai 29 ans. Je me vois déjà finir mes études et gynéco, c'est un métier qui paye bien. Avoir mon 4x4, parce qu'en fait, ça me fait rappeler mon père. Il était footballeur. Déménager dans le sud, à Marseille, faire le tour du monde, habiter dans un duplex ou un T5 ou pavillon, me marier, avoir 2 ou 3 enfants. D'abord, je voudrais un garçon pour qu'il surveille ses sœurs. J'espère aller à la Médina, à la Mecque, et m'être voilée, faire mon halal chez moi, et puis aller à Dubaï et aller dans mon pays quelques jours. J'aimerais beaucoup faire militaire. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai envie, mais je trouve une certaine beauté dans le métier. Parce qu'on prend des risques pour notre pays. On se fait aussi plein d'amis en même temps. Puis ça nous fait plusieurs histoires à raconter plus tard, si on vient avoir des enfants ou des petits-enfants. Après, j'aime beaucoup aussi le dessin. Puis le dessin, c'est vraiment un truc que je fais depuis que je suis tout petit, donc c'est pour ça que j'ai du mal à choisir. Moi, je voudrais faire prof de mathématiques. J'aime bien apprendre et faire apprendre aux autres des choses que pas forcément ils comprennent ou je sais pas. Dès que je finis la 3e, je vais aller en apprentissage. Je voudrais faire de la cuisine, moi, plus tard. Des tiramisu, plein de choses. Oui, tu veux rebondir tout. Oui. Ah ouais. Bing. Donc ça, c'était un travail qu'ils ont appelé l'heure passée, notre présent et l'avenir. Et voilà, j'étais invitée à Montbéliard. Je me suis un peu documentée rapidement. J'ai vu qu'effectivement, c'était quand même le haut fief des usines Peugeot, que c'était une ville très ouvrière. C'était 2020, 2021, et c'était au sortir de la grande pandémie, mais voilà, on a eu des rechutes. Enfin bon, en fait, pour tout vous dire, c'est un projet qui a duré 1 an, et pendant 10 mois, je les ai vus comme ça. Et puis le jour où on a pu faire l'écoute collective tous ensemble, tout à coup, j'ai découvert les visages. Voilà, même si j'avais les trombinoscopes, c'est pas pareil. Mais voilà, je les avais questionnés. En fait, c'était un projet où j'avais très envie que ce soit transgénérationnel, qu'ils puissent me parler d'eux, mais qu'ils puissent me parler de leur ville et puis de leur famille. Donc là, on a pris l'extrait où, en fait, je leur ai demandé comment ils se projetaient dans 15 ans, en fait. Et donc, ils ont écrit pour certains des petits textes. Et donc, en fait, ce qui était assez fort, c'est qu'il y avait ce studio mobile qu'on avait créé dans une des pièces. Et ça a été un lieu, en fait, je pense que tous et toutes ont été surprises, ça a été un lieu de concentration d'émotions.
Et c'est là où je me dis, tiens, la radio, il y a vraiment quelque chose à faire avec l'outil radio en école et surtout en secondaire, notamment, enfin pas surtout, mais notamment, c'est que c'est un lieu de parole. Il y avait vraiment un côté, voilà, je les prenais soit tout seul, soit par 2 ou 3 dans certains moments quand je voulais créer une interaction. Mais c'était un lieu qui était vraiment rien que pour eux et elles, et où ils avaient le temps, en fait, ils avaient le temps de parler. Donc je posais des petites questions au début assez anodines, et puis la confiance a été assez rapide, et puis il y a eu beaucoup de larmes en fait qui se sont passées. C'était très émouvant. Et donc l'idée, c'était aussi dans ce studio, de temps en temps, ils avaient le droit d'amener un parent ou quelqu'un qu'ils connaissaient, parce que je voulais qu'ils les questionnent sur leur rapport au métier. Et donc, enfin, tout ça s'entend dans la capsule, mais l'idée, c'était, comme cette ville s'était construite un peu rapidement à une époque, et qu'elle a dû être peuplée aussi rapidement à une époque, ça faisait intervenir plusieurs aspects qui étaient les conditions de travail, les conditions de la santé, surtout qu'on était au sortir de la pandémie et qui venait de fermer l'hôpital civil local pour créer un de ces gros pôles voilà, au milieu des champs, mais où le transport n'est pas facilité. Ça questionnait aussi des histoires migratoires. Voilà, il y avait un peu tout ça. J'entends, je me dis qu'on pourrait aussi parler de ce sujet longtemps, mais peut-être donner la parole à Michel là-dessus. Ce que je comprends de ce que tu nous dis, Zoé, aussi, c'est que l'outil radiophonique, là-dedans, il sert à rentrer dans une forme d'intimité, à des âges clés, en plus, où on n'a pas forcément encore de moyens d'exprimer tout ce qu'on a sur le cœur et dans la tête. Est-ce que, Michel, toi... Donc, j'imagine que tu as travaillé, là on a écouté un extrait avec des plus jeunes, j'imagine que tu travailles avec toutes sortes d'âges aussi, comme tu le disais. Est-ce que tu as toi aussi une expérience où tu te rends compte que l'outil te permet d'accéder à quelque chose dans la parole, dans la confidence auquel tu n'auras pas accès, ou que même les adultes avec qui tu peux collaborer n'ont pas accès eux-mêmes? Oui, carrément, complètement. Je trouve que c'est un des pouvoirs de la posture de l'intervieweur. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, parce que ça permet de créer des espaces privilégiés d'écoute et d'expression de soi. Et ça permet du coup à la personne qui, à ce moment-là, est écoutée, peut s'exprimer au micro, de lâcher des choses, d'avoir le temps de le faire, alors qu'au quotidien on est tous pressés. Enfin voilà, on a nos, enfin même les enfants sont pressés, ils ont des objectifs, l'école, des parcours pédagogiques à suivre, oui, je trouve que... Mais pour tous les âges, en fait, c'est un enjeu, ça. Permettre l'expression d'une parole sensible et intime. C'est plus qu'un micro qu'on leur tend, c'est une oreille aussi. Oui, alors, on leur permet de s'exprimer, et en plus, on leur permet aussi, en tout cas, c'est comme ça que je souhaite intervenir, d'ouvrir l'oreille et d'écouter la parole sensible et intime de l'autre aussi, et de voir les ponts ou les différences, mais en tout cas d'accueillir. Et pour revenir sur la question de tout à l'heure, la question des contextes, comment mettre en place un studio radio ou un espace déjà intime et sensible, et ensuite qui permet à la réalisation d'un son de qualité en milieu scolaire. Je te rejoins, c'est vraiment compliqué. Et du coup, c'est vraiment un bon outil quand on a... toi, tu as un studio mobile, apparemment. Moi, quand j'interviens, c'est une petite... c'est ce que j'appelle une cabane, une cabine à son, en fait. On recrée un espace insonorisé dans les classes. Et c'est le cadre où on va enregistrer les enfants. Il y a aussi la question d'intégrer ou non les équipes pédagogiques. Dans la question tout à l'heure, tu en parlais comme potentiellement une limite. C'est vrai que ça peut l'être quand justement il y a un objectif très défini, très clair à atteindre. Après, moi, ça m'arrive pas tant que ça. Souvent, je trouve qu'on a en fait souvent une place un peu privilégiée d'arriver et de proposer un souffle d'air, justement dans le cadre
du parcours scolaire. Et ce qui est intéressant avec les équipes pédagogiques, c'est que soit des fois, elles nous laissent faire tout ce qu'on veut, elles lâchent prise presque quelque part, et elles nous donnent le bâton, soit où elles s'investissent beaucoup. Et c'est dans ce cadre-là intéressant d'avoir aussi, de prendre la nourriture qu'elles nous donnent, en fait, les idées, les envies, et de pouvoir nourrir les créations avec le travail pédagogique en semaine. C'est-à-dire que pour qu'un enfant ou un jeune s'exprime, il y a des outils qui sont très simples d'expression, un dessin, de la poésie, de la lecture, des travaux qui peuvent être faits en classe avec les professeurs entre-temps et qui viennent nourrir les moments de captation. Je vais faire un grand écart parce que j'aimerais redonner la parole à Mathieu. On reviendra très probablement à cette idée de contexte d'atelier. Il y a toute une idée de gestion de groupe. Si on a le temps, j'ai des questions là-dessus, mais je vais garder un peu cette idée d'interaction, donc de comment on implique le public, en l'occurrence les enfants, dans la production de vos œuvres. Mathieu, toi, c'est une situation qui est un peu différente, puisque tu crées de l'interaction en ligne par le biais de différents dispositifs, et donc qui intervient plus sur l'écriture de tes histoires. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, ou est-ce qu'on pourrait peut-être écouter l'extrait de Zélie et on en parle après ? Parfait. Alors on va écouter l'extrait de Mathieu, c'est Zélie et les objets maléfiquement maudits. Donc c'est un petit montage bricolé de l'intro de l'épisode et de l'outro de l'épisode, donc le début et la fin. Entre ces deux parties, il y a évidemment 20 minutes d'épisode que je vous invite à aller écouter. Et c'est pour vous faire entendre en 1 minute à peu près ce fameux dispositif dont Mathieu va nous parler après. Donc Zélie et les objets maléfiquement maudits, s'il vous plaît. Les petites histoires de Telming. Zélie, c'est votre héroïne, parce qu'on l'a créée ensemble. Et cet épisode, j'ai pu l'imaginer grâce à Nino, qui m'a envoyé l'idée de l'objet maléfiquement maudit au centre de cette histoire. Je vous laisse avec Karine et Arnaud qui vont vous raconter Zélie et la veilleuse malveillante. Nos héros avaient mis la main sur un nouvel objet maléfiquement maudit. Et pour la seconde fois, ce n'était pas un proche de Zélie, mais de Timmy qui en avait été victime. Hasard ou coïncidence ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour avoir la réponse, il va falloir attendre le mois prochain. En attendant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous connaissez la procédure. Laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast, ou bien pour celles et ceux qui utilisent Spotify, en cliquant sur le bouton répondre situé sur la page de l'épisode. Vous pouvez aussi demander à vos parents de m'envoyer un email, ou bien un message vocal ou écrit sur Instagram. Encore merci à Nino pour son idée d'objet. À Romane, qui m'a permis d'avoir l'idée de la quête des objets maléfiquement maudits. À vous, qui m'avez aidé à créer Zélie. Et à toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui me donnent l'envie de vous raconter toujours plus d'histoires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pardon pour cette coupure un peu brusque. Non, bon, il faut. Hein. Déjà, la outro est extrêmement longue. Mais j'ai la chance quand même d'avoir presque 85% d'écoute jusqu'à la fin de la fin. Et sur Apple Podcast, je dépasse les 100%, j'ai jamais compris, mais ça veut dire qu'il y a de la réécoute, a priori, beaucoup. Et il y a plusieurs choses qui ont été dites dans ces deux éléments. Zélie, c'est une héroïne que j'ai créée à l'époque où je me disais comment est-ce que je peux faire le plus d'épisodes possible pour générer le plus d'écoute, pour essayer de générer de l'argent. Voilà, et je me suis dit, ok, je vais créer un épisode chaque semaine, parce que moi, c'est un épisode hebdo sur le podcast. C'est enregistré une fois par mois, mais peu importe, à la limite, sur la prod. Enfin, je suis en flux tendu. Et en fait, j'avais créé un autre rendez-vous, je crois que c'était le mardi, où je disais aux enfants, ok, on va créer un héros ensemble. Mais je ne sais pas qui ça doit être. Donc, répondez à des questions sur un formulaire en ligne. Oser le formulaire en ligne quand on s'adresse à des enfants. Mais je me suis dit, ils sont pas plus cons que les autres. Ils ont un téléphone dans les mains, donc c'est de la faute de leurs parents, au pire. Et puis, ils peuvent aussi écouter avec les parents, et souvent, c'est une écoute familiale. Ça aussi, c'est hallucinant, puisque c'est le matin, dans la voiture, ou le soir, surtout le soir, au coucher.
Et donc du coup, qui est formulaire. La première fois, j'avais eu à peu près 300-350 complétions de formulaires, où j'avais donc des enfants qui, sur un ratio de, sur les premiers jours, donc les 5 premiers jours, à l'époque, je devais faire 5000 écoutes, donc c'est un taux de participation colossal, un engagement de dingue, et c'était il y a 2 ans. Et du coup, ça m'a permis en fait d'avoir les contours du héros. Et le mardi d'après, je leur disais voilà les résultats. J'ai d'autres questions à vous poser. Remplissez le formulaire, etc., etc. pendant un mois. Et en fait, au bout du premier mois, pardon, j'ai essayé de ne pas te gifler. Au bout du premier mois, j'ai créé le premier épisode. Donc ils ont eu, il y avait encore une fois cette volonté de créer un objet très rapidement. Je suis mort 15 fois, parce que c'est encore une fois en flux tendu, mais j'ai réussi à créer cette histoire qui valait ce qu'elle valait, qui était intéressant, qui posait les premières bases. Et à la fin, je disais aux enfants, ok, on va construire le second épisode. Donc du coup, il y avait ce rendez-vous. Au bout d'un moment, pour ma santé mentale, j'ai arrêté de créer ce rendez-vous hebdo parce que c'est vraiment extrêmement tendu et dur, mais vraiment c'était une question de santé mentale, c'était pas autre chose, trop dur, trop de travail, et ensuite je me suis dit ok, on va poser des questions à la fin, et les premières questions que je posais c'était de dire qu'est-ce que vous imaginez qu'elle va faire. Et j'avais donc des réponses qui se faisaient par formulaire. Et joie, en fait, cette année, vous l'avez entendu, Spotify a créé les premiers, je trouve que ce sont les plus intelligents pendant le développement du podcast. Ils ont laissé enfin la possibilité aux auditeurs et auditrices de laisser des commentaires par épisode. Et ça, c'est génial. Alors, quel est l'impact sur le référencement ? J'en sais rien. Est-ce que j'ai vu un impact depuis que les enfants laissent des commentaires sur mon nombre d'écoutes chez Spotify ? A priori, non. Voilà. Mais Spotify, moi je suis à... Pardon, parce que je fais toujours des parenthèses, mais Spotify, aujourd'hui, je suis à l'inverse en fait, des tendances. Normalement, tous les podcasteurs, ils sont avec Apple Podcast en premier. Moi, c'est Spotify de très très loin. Je crois que c'est plus de 50% de mes écoutes qui viennent de Spotify. Bref, et en tout cas, ça permet d'engager directement à la fin de l'épisode. Et ça, c'est génial. Et en fait, depuis, je leur demandais à chaque fois, oui, donnez-moi vos idées, etc., etc. Et c'est vraiment parce que de mois en mois, je voulais m'inspirer d'une idée d'un auditeur ou d'une auditrice, parce que pendant un temps, je ne l'ai plus fait, et en fait, ça m'ennuyait de ne plus mettre à contribution les enfants. Et en fait, en leur demandant, voilà, donnez-moi des idées sur les aventures, parce que Zélie est une enquêtrice qui c'est un peu Martin Mystère, quelque part. Donc, du coup, elle doit résoudre elle doit trouver des solutions à des problèmes ou à des mystères qui surgissent. Donc il me donnait des idées, et puis en fin d'année dernière, il y a un enfant qui m'a donné une idée qui était géniale. Et l'idée est toute bête, c'est j'avais des méchants complètement débiles, et en fait, pour Noël, ces méchants qui étaient complètement débiles, un enfant m'a dit ouais, ça serait bien que leur mère intervienne. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ok. Et sur cette base d'idées, ça m'a donné... je suis parti en cacahuète quand j'ai écrit. Et ça m'a donné en fait l'envie de réécrire une série complète cette année où, pendant un certain temps, j'ai demandé aux enfants de me nourrir en idées d'objets maléfiquement maudits. Et en fait, chaque histoire, c'est un enfant qui m'a donné des idées. Et vu que les enfants n'écoutent pas, voilà, parce que je leur ai dit voilà, on va commencer cette série, ça va être formidable, et je leur demande juste des commentaires en me disant dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire, et en fait il y en a plein qui me continuent à m'alimenter d'histoires d'objets, et je me dis mais c'est complètement con, parce que du coup j'annonce en fait le prénom d'un enfant, mais il y en a en fait qui donnent la même idée, parce que les enfants sont super originaux, mais pas trop, voilà. Donc ils ont des idées, mais en fait, parce qu'encore une fois, c'est les imaginaires qui convergent, etc. Donc là, par exemple, il va y avoir un miroir maudit en décembre. Il y en a 3, c'est Patate, qui m'ont donné cette idée. Donc du coup, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. J'ai enregistré, je vais pas enregistrer les prénoms, tant pis. Mais par contre, ça m'a fait dire que l'année prochaine, parce que j'ai pas encore écrit toutes mes histoires sur 2024, je vais intégrer des idées. Donc ça va faire évoluer mon histoire, ça va enrichir en fait ma ligne narrative, pour justement continuer à alimenter une chaîne de commentaires, que les enfants soient contents, et que cette histoire qui aujourd'hui, ça fait partie de mes 2 héroïnes qui génèrent le plus d'écoute sur le podcast, qu'elles en génèrent toujours plus. C'est ça aussi l'objectif au final. Je suis dans la génération d'écoute parce que c'est mon modèle d'affaires. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et vraiment cette logique de commentaires, c'est bête, mais quand on demande aux enfants de générer des commentaires,
donner leur avis, donnent leur avis. Et là où j'ai eu ça me permet aussi de mesurer des thèmes qu'ils veulent aborder. Et il y a plein d'enfants, et coup de bol, je ne l'avais pas du tout prévu, il y a eu la journée contre le harcèlement. Mais en fait, pendant un mois, il y a plein d'enfants qui m'ont demandé une histoire sur le harcèlement. Et en fait, c'est un jeudi, et moi je publie le jeudi, et l'histoire a été publiée le jeudi. Il y a plein d'enfants qui m'ont remercié. Ou Cécilia, qui est juste là, qui est une autrice de talent, travaille avec elle. Ou son mari, qui est un sound designer de talent aussi, avec qui je travaille beaucoup, et qui donc a créé une histoire qui s'appelle Mon père est un chef, qui parlait d'un papa qui perd son emploi. On a mis un gros cliffhanger à la fin parce que, en fait, on a surtout laissé une fin ouverte qui a frustré les enfants, mais de ouf, parce que les enfants détestent les fins ouvertes sur les histoires, et donc en fait ils ont tous demandé une suite, mais à tel point que ça a généré, c'est une des histoires qui a généré le plus de commentaires. On a dépassé sur Spotify juste les 150, et cumulé même c'est plus de 200 commentaires qui demandaient une suite. On a écrit une suite qui a été très populaire, donc les enfants veulent la suite de la suite, ça on verra. Mais voilà, et c'est hyper intéressant d'être dans cette dynamique où on peut faire participer les enfants à de la création en étant limité, mais ça permet de l'engager, ça crée des attentes. Alors après, par contre, il faut être au rendez-vous, hein, parce que les enfants sont d'un niveau d'exigence assez hallucinant. Mais c'est intéressant d'avoir, sur un média qui n'est pas du tout interactif, on peut créer de l'interactivité pour peu qu'encore une fois, on ait une adresse directe aux enfants, en fait. Je profite de cette virgule. Merci. Non, c'est parfait. Si tu me permets, je vais redonner la parole à Zoé. J'ai une question un peu ouverte parce que le temps passe. En fait, on va évidemment pas pouvoir couvrir tout ce qu'on avait à se dire. Une question un peu ouverte que je vous poserai à toutes les deux avec ce que nous disait Mathieu, mais qu'est-ce que, d'après vous, les enfants ont que nous, adultes, on n'a plus ou on a moins? C'est pas facile. Hein. Non, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est, par exemple, après Rascasse le vieux marin, tout à coup... il y a plein de personnes qui se sont dit « Ah, mais moi aussi, en fait, je veux faire de la création sonore pour le jeune public. Ça a l'air fun, on gagne des prix, c'est super. » Et ça me fait toujours un peu peur. Non pas qu'il ne faut pas en faire, au contraire, mais par rapport à ce que l'adulte induit, qui est, comme c'est pour le jeune public, c'est facile. Ce qui est absolument contradictoire. C'est vraiment, enfin, pour moi... La grande spécificité de créer pour le jeune public, c'est que c'est un public qui ne fait pas de concessions. Et je trouve ça d'autant plus exigeant et difficile de pouvoir leur fournir des histoires qu'ils vont apprécier. En tout cas, qui vont créer des questionnements ou des émotions, etc. Donc, c'est absolument pas facile de créer pour le jeune public. Je suis absolument contre tout ce qui véhicule ce que j'appelle des autoroutes urbaines, qui est, j'ai des exemples un peu stupides comme ça, mais genre les légumes c'est pas bon, les filles c'est nul, l'école c'est naze. Ça c'est des trucs, moi c'est rédhibitoire en fait. Je ne veux plus entendre des trucs qui véhiculent ces idées-là. Parce que tant que en fait on se dit ah mais c'est pour les enfants donc il y a ça, on continue de perdurer des stupidités en fait, des inepties, alors qu'elles n'ont pas lieu d'être finalement. Et puis en fait, toi tu leur demandes leur avis, c'est ce qui est effectivement une bonne chose. Quand moi je fais par exemple des écoutes tests pour les fictions que je réalise, ce que j'apprécie, c'est que quand ils en ont marre, ou que dans l'histoire il y a un trou, enfin on perd l'attention, effectivement je perds l'attention, enfin ils perdent l'attention, et donc ça me renvoie que je dois trouver des solutions en fait, qui sont d'un ordre narratif, enfin pas forcément de la parole, mais de la construction de réalisation, quoi. Et qui ne sont pas nécessairement dus à une complexité du récit, ou c'est dans les mécanismes, dans les façons de les amener. Il y a, même parfois, ça peut être dans l'habillage, dans un montage, dans quelque chose, un peu plus de souffle, de respiration. Et peut-être, Michel, tu as une expérience avec ça, parce que tu m'as fait ma transition aussi, c'était parfait, mais sur ces écoutes tests, là où peut-être vous vous rapprochez de la façon que Mathieu a d'interagir avec ses publics, et donc une fois
que vous avez produit, que ce soit par le biais d'un atelier ou peu importe, que vous avez un contenu quasi final, vous essayez de le faire écouter quand vous pouvez, donc au public concerné. Et là, vous essayez de voir qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas pour potentiellement l'adapter. Ma question, Michel, c'est un peu ce que disait Zoé, mais est-ce qu'on n'a pas tendance, nous les adultes, ce dont on a parlé aussi ce matin, mais toujours anticiper ce que les enfants vont comprendre et comment ils vont le comprendre, faire parler des enfants à 6-7 ans de l'amour, en fait, en leur tendant le micro, en créant tout un temps, un dispositif, on se rend compte que là où on pourrait penser qu'à 6-7 ans, on va parler d'amour et qu'ils vont nous parler d'amour de récré ou d'amour un peu simple, primaire, il y a des choses absolument très belles qui en ressortent. Bah oui, justement, merci. Parce qu'en fait, effectivement, ça, c'était une surprise. Voilà. Moi, je n'avais pas prévu du tout qu'il me parle d'amour. C'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un contexte autour de l'imaginaire et du rêve. Et au fur et à mesure du processus, des thématiques se sont développées et déployées en fonction de ce qu'on me renvoyait. Et donc, en fait, c'était un contexte particulier parce que c'était un échange épistolaire radiophonique donc pas épistolaire, un échange radiophonique, mais sous forme de... On était en Covid, donc les personnes âgées et les enfants ne pouvaient pas se rencontrer. Donc j'étais un petit peu avec ma besace et je ramenais les sons d'un public à l'autre. Et quand les personnes âgées évoquaient certains de leurs souvenirs d'enfance, ça faisait réagir les enfants et voilà, c'était une boule de neige créative comme ça, ça se nourrissait. Et en fait, sur ce thème de l'imaginaire, il y a 3-4 grands fils qu'on a suivis. Sur la base des souvenirs d'enfance des personnes âgées, il y a eu une boule de feu lumineuse, donc après, à partir de là, on était dans l'espace. On a eu des histoires de paysages magnifiques et grandioses observés pendant des voyages avec la Lune. On a eu des histoires de super-héros, évidemment, et de grands rêves. Et là, c'est issu du travail pédagogique aussi. J'avais demandé aux enseignantes investies de demander aux enfants de dessiner leurs rêves. Et du coup, c'est tout simplement des moments où je leur demande de décrire ce qu'ils ont dessiné. Et que eux, leurs super-héros ou leurs super-héroïnes, c'était des super-héros avec des cœurs pleins d'amour. Oui, bien sûr. Bonjour, c'est pour un monologue. Non, je vais faire court. Il y a un truc, en fait, c'est que je trouve qu'il y a un biais de l'adulte qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, la jeunesse, je pense, est considérée comme un sous-genre. Et donc l'audio jeunesse, c'est un sous-genre d'un sous-genre. C'est qu'on pense souvent que les enfants sont teubés. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont capables vraiment de comprendre des choses et de prendre du recul sur des notions qui sont compliquées. Et petit exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un test audio où j'ai recruté des enfants pour tester un concept où je créais de l'interaction sur une histoire. Et on me disait, que c'est une commande qu'on m'a faite, et mon client me disait, impossible que les enfants prennent des notes en écoutant. Je fais, t'inquiète, je suis sûr que oui. Et en fait, la manière dont on a créé de l'interaction, en fait, après on a validé, on a fait ça avec une visio en ligne. Les enfants ont écouté, et en fait, d'eux-mêmes, et quasiment à l'unanimité, ils ont pris le même, vu que c'était un album audio, il y avait des chapitres, et à la fin de chaque chapitre, ils se posaient, ils prenaient des notes, ils réfléchissaient, quand ils écoutaient ensemble collectivement, ils échangeaient ensemble, etc. Ou avant la grande révélation, donc le dernier épisode, qui donnait une solution complète, en fait, ils se posaient, soit ils faisaient une écoute complète, soit c'était chapitre après chapitre. Donc il ne faut jamais présumer de rien en fait avec les enfants. Je pense, moi je le crois vraiment. Et il y a deux choses, enfin il y a une vraie chose, je pense que les enfants, que nous on n'a pas ou plus pour tout un tas de raisons, c'est vraiment une vraie spontanéité. Et quand tu parlais d'exigence, un enfant qui s'ennuie, pour être poli, parce que je suis quand même assez grossier comme garçon, il s'en va. Vraiment. Et encore une fois, un atelier. Il se barre, il n'y a pas de filtre, il s'en fiche, et c'est pas grave. C'est qu'en fait, c'est pas lui qui est mal poli, c'est nous qui n'avons pas réussi à capter son attention. Et c'est toujours ça, c'est-à-dire que nous, en plus en France, on juge les enfants avec notre regard d'adulte par rapport à des normes, alors qu'en fait, il faut peut-être essayer de se remettre en cause différemment. Justement, là-dessus, peut-être, là, je vous laisserai l'une ou l'un de vous répondre à ça, mais est-ce que... Je trouve ça intéressant parce que c'est toute cette question de quand on essaie de faire groupe,
Est-ce qu'avec votre expérience, vous avez développé des dispositifs pour essayer de récupérer les personnes qui n'arrivent pas à en rentrer dans l'atelier, qui se mettent un peu de côté? Est-ce qu'on finit par trouver des manières de faire? Est-ce qu'on finit par relativiser, comme dit Mathieu, en se disant que c'est notre faute et qu'on fera mieux la prochaine fois? J'ai l'impression, là comme ça je dirais, mais je pense que ça dépend à chaque fois du contexte, mais qu'en fait il faut aussi être souple et accepter qu'il y ait quelqu'un qui, c'est pas grave en fait, si c'est pas son moment à lui, qu'il vive son moment. Il reviendra. Et il revient. Oui, c'est ça. Oui, puis moi je fonctionne beaucoup en sous-groupe, donc parce que gérer toute une classe, je sais pas le faire en fait. C'est compliqué et je leur demande pas ça, donc je me dis tiens, d'assigner par groupe de 4-5 des missions, en fait ça les responsabilise, ça leur donne envie d'explorer et voilà, en plus ça leur permet de continuer à alimenter la production ensemble et de voir comment agencer, donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas pardon, je voulais juste dire, et puis souvent finalement ils sont quand même très investis. Ouais, moi, je trouve qu'ils sont très, très, très chauds. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi l'astuce, la beauté aussi de la radio, c'est qu'il y a plusieurs rôles qu'on peut distribuer et que quand on a une personne qui n'a pas envie de passer à la phase d'écriture, on va lui dire tiens, toi, tu vas t'occuper de la technique, tu vas être le régisseur ou la régisseuse et ça va être génial. Mais c'est un métier quand même assez... qui relève de psychologie, en fait, de faire de la radio. C'est aussi très vite sentir... les personnes qu'on a en face de soi et de voir ce dont elles ont envie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, je trouve, en tout cas, dans ma pratique. Peut-être avant de passer aux questions, j'aurais écouté un dernier extrait. Alors, on a écouté un extrait de chacun. C'est terrible de devoir choisir. Mais on a parlé d'intergénérationnel. Puis il y a un petit extrait court, qui est probablement la suite de ce que tu m'avais envoyé, si ça te va. Donc c'est l'extrait de Michel et c'est Parachute et super-héros, s'il vous plaît. Un jour, j'aimerais bien sauter au parachute. Voir la terre du ciel. Pour voir la ville, prendre l'air. Voir juste des personnes en tout petit. Je me sentirais bien. C'est comme s'il y avait une tornade, mais que nous, on est allongés. Genre. Oui, j'aurais aimé vivre. On voit tout le pays, toutes les maisons, la rue. Ça a l'air effrayant, mais ça a l'air aussi bien comme expérience. C'est-à-dire que j'ai vaincu ma peur. Et maintenant, quand je vois des parachutes, j'ai dit tiens, c'est superbe. Parce qu'on est en haut, on se prend pour un oiseau. Et ça c'est très bien d'affronter sa peur. J'aimerais contrôler le temps pour que tous les jours il fasse beau. C'est des pouvoirs qui partiraient de mes mains. Ça ferait des carrés qui vont jusqu'au soleil. Peut-être avant de passer aux questions, si tu veux nous donner un petit peu de contexte, le dialogue intergénérationnel, j'ai l'impression que c'est le rêve de toute personne qui fait un peu de radio, c'est de faire parler les gens qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble. Donc là, c'est la suite de le premier extrait qu'on avait écouté. C'est le même contexte, effectivement, de tous ces ateliers menés entre personnes âgées et enfants. D'ailleurs, on l'entend dans cet extrait, il y a une personne âgée qui... Voilà, ça partait vraiment des souvenirs de personnes âgées d'enfance. Et après, les enfants étaient là. Ah ouais, les personnes âgées ont sauté en parachute. Incroyable. Et du coup, ça déployait... C'était des enfants avant. Oui, c'est ça qui était très chouette. Ouais.
Et du coup, le contexte, voilà, là j'avais oublié effectivement tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs thématiques, la boule de feu, les super-héros, les grands rêves, la lune, et il y avait aussi le parachute. Parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, j'avais une question parce que c'est vrai que la thématique, c'est l'approche participative du podcast pour enfants. Mais on dirait plutôt du podcast avec enfants, en l'occurrence, parce qu'en fait, les contenus que vous avez créés, notamment Michel et Zoé, c'est du documentaire qui pourrait aussi s'écouter pour les adultes, d'ailleurs aussi vous, Mathieu, mais j'ai dit le contenu documentaire, je veux dire, il y a un vrai plaisir aussi pour les adultes à écouter les enfants. Ma question, c'est est-ce que les enfants se sont écoutés, eux, et vous ont fait des retours, comment eux, ils apprécient ? Parce que nous, c'est un bonbon pour nous, parce que voilà, on a aussi un retour, puis il y a quelque chose d'humoriste, de drôle aussi à écouter les enfants. Mais eux, comment ils se perçoivent, eux, justement, quand ils s'écoutent ? Merci. C'est une bonne question, parce que je suis même pas sûre d'avoir complètement la réponse. C'est effectivement quelque chose qui serait intéressant à peut-être déployer plus dans le cadre de mes interventions. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a eu des écoutes en classe, après, une fois la réalisation faite. Il faut que je vous dise aussi que la plupart du temps, tout ce qui est montage et post-production, finalisation, c'est pour le coup un moment là où, du coup, je vais reprendre la main. Et on est moins dans l'atelier participatif. Pour une question d'âge, tout simplement, et puis c'est vrai que de temps, et le montage, c'est quand même quelque chose de très... assez individuel et peut-être presque autistique des fois. Et en fait, j'ai eu ces temps d'écoute, mais je ne sais pas si c'est assez fin. C'est-à-dire que moi, je vois un groupe d'enfants qui réagit sur le moment. Et je ne crois pas avoir assez d'éléments pour finalement... Voilà, sur ce genre de réalisation, je les voyais applaudir. Donc là, moi, j'étais contente. Applaudir... en groupe, ils étaient entraînés, ils étaient contents, quoi. Mais individuellement, peut-être que tu as plus d'expérience là-dessus. Alors, par rapport à, par exemple, le projet dont vous avez entendu un extrait, donc il y a 2 podcasts. Il y a Anne-Louise Michel, qui est la Louise Michel dans leur entourage proche, qui ne soit pas Beyoncé ou voilà, une personne inaccessible, mais vraiment... Et l'autre, donc vous avez entendu, on a fait les écoutes et moi j'avais besoin d'avoir effectivement le retour. Et la question, ça a été, ce qui pour moi était vraiment central, c'était est-ce que j'ai bien respecté votre parole ? Est-ce que vous vous reconnaissez dedans ? Est-ce que j'ai mal interprété ? Et il se trouve que au-delà de effectivement le plaisir de tout à coup s'entendre, de voir le gâteau sorti du four. Ça m'a touchée parce qu'effectivement, il me disait, mais c'est la première fois qu'on a l'impression d'avoir... oui, c'est ça en fait. On pense, ce qu'on pense, vous l'avez tissé. Et donc là-dessus, pour moi, voilà, j'étais contente en tant que créatrice sonore d'avoir pu aller au bout du processus, tant au niveau de la réalisation, que de respecter le contrat. C'est pas ma voix qu'on va entendre et c'est pas mon avis que j'ai envie d'entendre. Enfin, ça m'intéresse pas. C'est vraiment de tendre le micro à cette tranche d'âge qui peut paraître un peu exotique, mais je dirais c'est propre à n'importe quel humain sur Terre. Où on parlait ce matin quand Sarah disait créer un personnage, par exemple maghrébin, alors que la personne qui écrit l'histoire n'a aucune affinité avec la culture, c'est décalé, enfin, c'est maladroit. C'est un peu pareil, là, je me dis, on ouvre une fenêtre sur voilà, cette tranche d'âge qui va me livrer son ressenti, enfin son avis. Et voilà. J'aurais juste rajouté quelque chose que sur comment le public en question reçoit ce qu'ils ont co-créé. C'est quelque chose dont on a parlé au tout début, qui était l'idée, tout de suite quand on commence les ateliers, de faire écouter et de manipuler un peu avec les enregistreurs et de leur faire entendre leur voix.
C'est une étape qui a l'air d'être un peu ludique, mais qui est, je pense, essentielle pour éviter que quand ils entendent le produit final, ils aient cette espèce de biais de s'entendre, qui est jamais agréable pour tout le monde, de rire, de se moquer, etc., et qu'ils aient déjà passé par cette étape-là. Et je pense que voilà, c'est essentiel. Et c'est vrai pour les enfants, les jeunes, et à peu près n'importe qui, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis directeur d'école en maternelle. Je me demandais si vous aviez, donc encore plus jeune que ce que vous évoquez, est-ce que vous avez eu des expériences avec des âges plus jeunes? D'une part, je suis aussi très sensible sur la question de comment on arrive à créer un espace où on arrive à faire de la captation sonore de qualité dans un contexte scolaire, parce que effectivement, ça fait quand même du boucan, une école. Et pour l'instant, moi, j'y arrive pas. Et aussi, troisième élément, j'ai fait des enregistrements avec des enfants, et justement, au contraire, eux, avec le casque, pour avoir un retour voix. Là, l'attention, qui est pas facile à prendre chez les enfants de petit âge comme ça, est vraiment très très intense. Est-ce que vous avez déjà pu observer ça? Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui passe, ou au contraire, est-ce que c'est c'est particulier, quoi, la façon dont ils s'entendent. Ils sont beaucoup plus focalisés. Est-ce que c'est quelque chose qui est exploitable, à votre avis, dans ce cadre de figure? On va se répondre, on va rebondir. Pour ma part, oui, j'ai même été en crèche. Alors évidemment, le travail ne va pas être le même. Que penses-tu de devenir propre? Non, mais par exemple, en crèche ou pour les tout petits maternels, j'ai fait plus des jeux sonores et de leur faire déjà écouter ce qu'on appelle du field recording, ce qui est des paysages sonores. Donc, il se trouve qu'il y a des personnes très chouettes qui ont déjà produit plein de choses, mais je pense à... sur la plateforme L'Écoute Buissonnière, il y a l'Appel des loups, et c'est Henri Morel qui est décédé maintenant, mais qui est un vieux monsieur qui avait réussi à enregistrer des loups à la nuit tombée. Et donc, c'est pas qu'il y a une histoire, une narration, mais c'est 2 minutes où on entend les loups hurler. Donc voilà, c'est un éveil sonore. Il y a aussi l'orage qui arrive. On en parlait à midi, on rigolait parce que, notamment avec les maternelles, un orage qui arrive, ça commence d'abord par du vent et puis ça gronde. Il y a Félix Blum d'ailleurs qui l'a fait. Et quand je me souviens, la réaction des petits, c'était quand ils entendent gronder de plus en plus proche. Il y en a un, il fait « Ah boum !» Et oui, il y avait vraiment quelque chose où, de par l'écoute, ils arrivaient à rassembler avec les mots qu'ils commencent à expérimenter. Donc on sent que ça rejoint d'ailleurs le milieu littéraire et dont on parlait ce matin, c'est de faire un rapport entre ce qu'on entend et ce qu'on expérimente, en tout cas ce qu'on a vécu. Il y a des petites phrases, des choses suivant le niveau de langage, mais de faire écouter, j'ai envie de dire, c'est jamais nocif. Et par exemple, pour Rascasse le vieux marin, qui est une fiction qui dure 20 minutes et que j'ai mis à partir de 5 ans, j'avais été invitée dans une école et on l'a fait je crois que je ne l'ai jamais autant écouté de ma vie. C'était des journées entières où j'ai eu des prématernelles jusqu'au CM2. C'était en France. Et donc les tout petits, l'idée c'est pareil, il y a un tapis, ils peuvent s'allonger, ils peuvent s'asseoir comme ils veulent. Enfin, ils peuvent bouger tant qu'ils ne font pas du bruit parasite qui va gêner les autres. Mais ils étaient très réceptifs. Alors 20 minutes, c'est trop long pour des maternelles. Qu'on soit clair, c'est vraiment trop long. Mais pour moi, c'était pas grave. À ce moment-là, comme c'était sur l'heure de la sieste, ils ont commencé. Puis à un moment, ils décrochent. Puis tout à coup, il y avait quelque chose qui les rappelait. Donc hop, ils étaient dedans. Puis ils redécrochaient. Mais voilà, ils sont passés par un état. Et puis ils ont fini par faire une peinture de ça et une maquette. Donc voilà, je sais plus. Ça, c'est première question. Je vais te lancer la balle, du coup. Oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est recréer un studio, un petit espace, pas forcément un studio, mais en tout cas un espace d'insonorisation par rapport au bruit extérieur. Donc personnellement, moi dans une classe, je voyais bien qu'avec les micros que j'utilisais, je captais ce qu'il y avait dans la rue déjà,
avec les travaux, la cour de récré évidemment, la classe d'à côté. Là, le fait d'avoir une cabine, alors c'est tout simplement une cabine faite de bois avec du tissu intérieur et de la mousse. Et en fait, on se met dedans et on oriente le micro de telle sorte à ce que vous voyez, l'enfant est là, la cabine est derrière, et du coup, le micro n'est pas, il n'y a pas d'interférence du coup. La cabine n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte, ouais. De champ. Exactement. Ça isole de l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, ça se développe et se déploie facilement, ça se déplace. Oui, non, je disais en plus, ça permet de créer un espace où on se dit quand on est là, voilà, on demande un silence, enfin du calme, on rentre comme si, enfin il y a des codes et puis en fait ça se passe très très bien. Avant de vous donner le micro, il y a toute une thématique qu'on aurait pu aborder aussi, mais que je trouve très importante quand on parle de pratique radiophonique, qui est un peu sacraliser le moment de l'enregistrement. On a souvent tendance à croire à tort que la radio c'est d'enregistrer, et en fait il y a beaucoup d'étapes avant. Et je trouve qu'avec des petits, ça marche particulièrement de vraiment expliquer ce que veut dire enregistrer, les habituer à aussi faire silence, et vraiment avoir ce moment qui est quasiment la dernière étape, mais où on vient vraiment, au lieu de toujours tout enregistrer, on leur explique qu'on peut travailler sur l'œuvre, sur tout ce qu'on fait ensemble, et garder le moment où on va effectivement enregistrer comme le spectacle un peu de fin d'année. Je trouve que même en termes d'approche pédagogique, je trouve que c'est assez constructif. Tu veux rajouter quelque chose ? Ça fait même partie du processus d'intervention, ouvrir les oreilles, prendre conscience de l'autre, prendre conscience des sons. Ça passe par les écoutes et prendre conscience de bah oui, mais là t'as fait un petit bruit, t'as gratté, non, on recommence. C'est tout l'enjeu des ateliers en fait, pour arriver à ce moment où ok, là on est prêt pour capter. Par contre, par rapport à votre question aussi sur l'âge, c'est vrai que moi, avec des tout petits, j'ai pas forcément d'objectif de réalisation. C'est-à-dire que je vais plus leur permettre d'être plus curieux par rapport au son et de vivre des expériences, mais pas forcément d'en tirer une réalisation. S'il se passe quelque chose, c'est bien, mais c'est pas l'enjeu personnellement. Alors on est venus ensemble, hein, donc c'est le complément. Justement, entre des 3-4 ans et des 5-6 ans, parce qu'on dit la maternelle, mais en fait, il y a un monde. Moi, je me demandais quand même si on pouvait... vous disiez que vous laissez, à partir du moment où c'est le montage, moi, je reprends la main et je me demandais si... Est-ce que, à contrario, il n'y avait pas possibilité... Alors, ce serait avec les plus grands de la maternelle, mais quand même de la maternelle, parce que nous, on voit justement qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils savent faire énormément de choses. Au-delà de les refaire écouter, de recueillir leurs paroles, de leur faire produire du contenu, et voire même du montage. Mais est-ce que ça vous paraît envisageable ? Je crois qu'il y a des petits logiciels très simples d'utilisation sur tablette qui le permettent. Mais voilà, c'était la suite de la question, en fait. Je vous donne le micro juste. Et effectivement, je pense que oui, c'est faisable. C'est toujours cet enjeu du contexte, c'est-à-dire que quand on va faire appel à nous, il y a un budget et il y a des temps limités d'intervention. Et du coup, vu la complexité du montage, c'est souvent ce qui va sauter en fait. Mais sinon, oui, effectivement, il y a des logiciels qui existent. En plus, il y a des logiciels libres. Donc ça, j'en parle toujours en disant, vous pouvez les télécharger ou demander à vos parents de les avoir à la maison. Vous pouvez pratiquer aussi si vous voulez. Et il y a la possibilité aussi d'initier. C'est quand je disais que je reprends la main, c'est pas radical comme ça. Il y a quand même une phase autour du montage sous la forme d'initiation où on montre la base des outils, où ils manipulent aussi. Mais de là à aller à la réalisation, pour l'instant, moi, je n'ai pas été jusque-là. Pareil, souvent c'est une question de temps et de budget, et c'est pas forcément évident en classe. Moi, je suis avec des écoles où il n'y a pas forcément d'ordinateur ou de tablette. Donc voilà, mais c'est juste. Et puis pour moi, c'est une activité déjà en soi, le montage. Mais avec des 5-6 ans, c'est possible. En fait, moi, ce que je fais, c'est sur papier souvent, enfin un post-it. Je leur dis voilà, vous avez entendu, on fait tel mot, et ils les collent. Ça m'est arrivé de le faire plutôt coller comme une frise et dans l'ordre.
Mais là, on a surtout abordé le documentaire, mais c'est vrai qu'en fiction, mais je vais faire très vite parce qu'on a fini, la dernière fiction que toi, tu as entendue, Albéric, qui s'appelle Le lieu de toutes les histoires. Donc, c'est une adaptation d'un texte qui existait déjà. Et là, le travail c'est pour les enfants à partir de, je sais plus, on a mis 9 ans, je crois. Et il a été fait beaucoup avec des enfants, par exemple. Bon, il y a les voix des 3 personnages principaux, ce sont des enfants. Mais le bruitage a été entièrement fait par des enfants entre 5 et 8 ans, dans un atelier extraordinaire que j'aime beaucoup à Bruxelles, qui est un atelier d'expérimentation sonore. Donc c'est une espèce de cave d'Ali Baba, on peut dire, avec plein d'objets. Et Rudy Romanowski est super, il gère ça très très bien. Et en fait, avec Anne Penders, avec qui j'ai co-réalisé, on avait fait tout un listing de bruitages qu'il nous fallait. Et ça a été leur travail de l'année. Ils nous ont fait toutes les productions qu'ils nous ont envoyées. Et c'est très drôle parce qu'on a utilisé tous les sons qu'ils nous ont faits. Mais parfois, eux, ils avaient intitulé, je ne sais plus, Les pierres qui pleurent. Et puis nous, on s'est dit, mais ça serait bien plutôt pour, je ne sais plus, faire l'aboiement d'un chien, par exemple. Donc ça n'a pas été forcément respecté dans le nom qu'ils avaient appelé, mais tout le bruitage a été fait avec eux. Et en amont, on avait été raconter l'histoire et les questionner sur comment ils pouvaient envisager les choses. Et puis après, ils l'ont entendu. Et voilà, enfin, ça a été vraiment une super production de ce côté-là, enfin une très belle production ensemble de ce côté-là. On va être obligé de s'arrêter là. Merci tout le monde. Merci.